Intitulons notre émission d'aujourd'hui ainsi « Le grand maître qui ne joue pas la bonne partie ». Ce week-end, comme vous le savez, Trump s'est levé, a enlevé son micro et a quitté l'interview de NBC. Et aussitôt, un chœur familier s'est fait entendre. Le dictateur étouffe la presse. Dans ce chœur de détracteurs, la voix éraillée du 13e champion du monde d'échecs et des environs, Garry Kasparov, résonnait plus fort que beaucoup d'autres, qui, depuis déjà 10 ans, traite Trump de Hitler et de Staline. Mais il y a un hic. Un vrai dictateur ne quitte pas une interview, il ferme la chaîne de télévision. C'est ce qu'a fait Zelensky, par exemple. Avant lui, Poutine faisait pareil. Et avant eux, Hitler. Trump est un dictateur plutôt faible. Un raté, un dictateur raté. C'est intéressant que le champion aime notre Zelensky. Mais il n'aime pas Poutine pour la même chose. Quant à Trump, il le déteste carrément. Probablement, ça rapporte plus quand il s'agit de Trump. D'ailleurs, la présentatrice que Trump a traitée de vendue publiquement. En Ukraine, elle aurait été en prison dès le lendemain. Et en Russie, dans un fossé sans certaines parties du corps. Mais sous Trump, elle n'est ni en prison, ni dans un fossé, mais elle a du statut. Et même le statut de héros. Très demandé à l'antenne en couverture de magazine. Alors, qui opprime qui ici ? Le seul que je vois comme oppresseur dans cette situation, c'est Garry. Kasparov est un champion. Un lutteur très sage, pour bâtir le capitalisme dans une seule famille, la sienne. Nous commencerons aujourd'hui par cette question simple. Qui est l'oppresseur ici ? Parce que Kasparov est un homme qui a vu de ses propres yeux une véritable dictature. Eh bien, il devrait quand même pouvoir distinguer, disons, ce que le peuple appelle le cul d'un doigt. Le 13e champion du monde d'échecs affirme que Donald Trump est un dictateur, qu'il entend chez Trump l'écho des dirigeants soviétiques. Que Trump rêve d'un régime que Poutine a construit. Il en rêve. Oh mon Dieu, on ne peut même pas dire qu'il est devenu alcoolique, non ? Mais avec la compagnie qu'il fréquente, il a peut-être trop fumé ou trop sniffé. Le mot « esniffé » me plaît d'ailleurs. Je parle du mot, bien sûr. Le mot « sniffer » me plaît. Garry Kasparov, un homme qui a vu de ses propres yeux une véritable dictature. Il sait à quoi ressemble un tyran. Et c'est justement pour cela que je veux poser une question gênante. Non, pas une question sur la vérité, Kasparov, mais une autre. On vous a laissé tomber sur la tête quand vous étiez enfant ou vous êtes tombé tout seul. Et à la fin, je vous poserai une question. À vous, chers spectateurs, à laquelle vous répondrez vous-même. Vous répondrez sûrement facilement. Alors, qu'a exactement dit notre héros, l'amant ? Commençons par les faits. Pas avec un résumé, ni avec une version comme on dit, d'accord ? Mais avec les paroles directes et documentées de Kasparov lui-même. J'ai rassemblé 12 de ses déclarations sur Trump, tirées de ses propres publications, interviews et posts sur les réseaux sociaux. Les voici dans l'ordre chronologique. Premièrement, juillet 2016, Facebook. Quand le scandale du plagiat a éclaté, soi-disant dans le discours de Melania Trump, Kasparov a écrit quelque chose de très spirituel. Il a écrit de façon très spirituelle. Pourquoi tout le monde parle du plagiat de la femme de Trump, alors que le candidat lui-même a passé toute une année à plagier Mein Kampf ? Mein Kampf. C'est-à-dire que Trump est directement comparé au livre-programme de Hitler. Je pense que Garry a décidé qu'il avait trouvé ça très spirituel. Il lui a bien léché les bottes. Question. Alors, vous souvenez-vous du célèbre tweet de Garry Kasparov en 2016 sur Twitter ? Le tweet sur Twitter ? Oui, c'est ça. Un tweet sur Twitter. Il n'y a pas de tweet ailleurs. Je n'ai pas quitté la Russie à cause de la corruption. Je suis parti parce que Poutine a créé un régime autoritaire dont Trump rêve. Ensuite, la suite. Où l'opposition est réduite au silence. Attendez une seconde, attendez. Si elle est réduite au silence, pourquoi parles-tu ? Tu n'es peut-être pas dans l'opposition ? Peut-être que tu es payé, peut-être que tu fais partie de la pseudo-opposition. Je veux dire payé par Trump, non ? Parce que si tu fais vraiment partie de l'opposition, alors pourquoi on ne t'a pas fait taire ? Pourquoi on ne t'a pas réduit au silence ? Bon, d'accord. Janvier 2017, conférence de presse de Trump. Le 11 janvier, Kasparov l'a comparé à une conférence de presse soviétique. J'ai été frappé par l'abondance de drapeaux et les questions préparées à l'avance. C'est intéressant de voir qu'on pose à Trump une quantité incroyable de questions. 20, 30, 40 fois plus qu'à Biden. 10 fois plus au minimum qu'à Obama. Et sous cette forme.
habituellement sous une forme aussi effrontément conflictuelle. Seul un idiot ou, pardonnez-moi, un champion du monde d'échecs penserait qu'elles ont été préparées à l'avance. Bien sûr, elles l'ont été, mais avec Trump, il n'y a pas eu de coordination. Je ne sais pas ce que voulait dire notre cher ami proche, Kasparian. Il y avait vraiment beaucoup de drapeaux, je dirais même des drapeaux américains. Mais peut-être que Gary n'a pas aimé le fait qu'ils aient été fabriqués en Chine. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les drapeaux américains sont fabriqués aux États-Unis. Donc il n'a plus à s'inquiéter. En 2017, c'est vrai, on utilisait des drapeaux qui avaient été fabriqués en Chine. Mais c'était avant Trump. 4e point. Octobre 2017, Twitter. Ceux qui disent que Trump ne fera jamais ce qu'il menace de faire. Ceux qui disent que Trump ne fera jamais ce qu'il menace de faire. Je t'ai donné la vie, je peux aussi te l'enlever. C'est dans ce sens-là, je suppose. Oui. Donc je ne comprends pas comment fonctionne l'esprit d'un autocrate. C'est justement pour ça que ces gens réussissent souvent. Ceux qui ne comprennent pas, ce sont eux qui réussissent. D'accord. Octobre 2017. Passons à autre chose. Donc Trump a mené sa campagne comme un autocrate et il veut clairement gouverner comme un autocrate. La question a toujours été de savoir dans quelle mesure les institutions américaines résisteraient à sa pression. Mon cher, adoré joueur d'échecs. Mais explique-nous comment fonctionne l'esprit d'un autocrate. Et explique-nous aussi ce que tu entends par autocrate. Et comment exactement ils réussissent. Et ensuite, nous ferons une remarque sarcastique à ce sujet. Actuellement, nous ne pouvons pas être sarcastiques, car nous ignorons de quoi il s'agit. Tu t'es embrouillé, tu n'as rien dit, que puis-je faire ? Décembre 2017. Interview à la radio de Le Beur. Trump est très cohérent dans ses attaques contre les institutions américaines, contre le système électoral, contre la presse libre. Le système électoral est cauchemardesque. En Inde, il compte 600 millions de votes en un jour. En Californie, on n'y arrive pas en un mois. La presse libre. Qui a dit qu'elle était libre chez nous ? Pourquoi tu racontes ça, hein ? À propos de la presse libre. Maintenant, les forces de l'ordre. Eh bien, s'ils surveillent n'importe qui, n'importe quand, à tout moment, alors en quoi sont-ils des forces de l'ordre ? Ce sont des forces de surveillance, ce sont des forces de l'ordre. Et c'est inquiétant, c'est ce qu'écrit le champion. Parce que chaque dictateur a commencé précisément par détruire les piliers de la démocratie. Donc, cher Gary, il semble que tu ne lis pas du tout la presse, tu n'écoutes pas la radio, tu ne regardes pas la télévision. Je comprends, tu joues aux échecs, mais si tu ne sais rien de ce qui se passe aux États-Unis, alors quel droit as-tu d'en parler ? Commence au moins par t'y intéresser un peu. Nous avons le nez aussi long, donc je n'ai pas dit « fourre ton long nez », car on pourrait dire que le tien est plus long. Mon nez est même plus long que celui de Kasparov. Pourquoi ne pas parler des échecs, par exemple ? Et encore mieux, j'aurais un conseil de psychothérapeute amateur. Prends une grande inspiration, plonge dans la piscine, mettez-toi en position de yoga et ne sors plus jamais de là, bordel. Septembre 25, champion. Trump n'est pas intéressé par l'Ukraine, la Russie ou l'Amérique. Trump s'intéresse à Trump, c'est-à-dire la seule personne au monde. Enfin, je parle des supérieurs, tu vois, qui essaie d'arrêter le massacre. Par cela, il a prouvé qu'il ne s'intéresse ni à la Russie, ni à l'Ukraine, ni à l'Amérique. Trump s'intéresse à Trump. Boum 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 boum. Et Kasparov s'intéresse à l'Ukraine, à l'Amérique. Mais Trump, non. Trump intéresse beaucoup Kasparov comme moyen de gagner de l'argent. Mais ce qui intéresse Kasparov, c'est Kasparov. Mais si Trump s'intéresse aussi à sa famille, il me semble que Kasparov, lui, n'est même pas très intéressé par la sienne. Mais ce ne sont que mes réflexions personnelles. Mais en fait, Trump n'est intéressé que par Trump, ou simplement, Trump s'intéresse à Trump. C'est une remarque géniale. C'est une remarque géniale, il faut la répéter tous les jours. C'est merveilleux. Du champagne, des bonnets, des dames. Et comment ça s'appelle ? Et des fous. Mais sans se presser. Janvier 2026. Kasparov a déclaré que Trump utilise la même tactique de maintien au pouvoir que Vladimir Poutine. Eh bien, si tu peux, énumère-les au moins. Ou mieux encore. Tu sais quoi ? Faisons comme ça, un tableau. Comme aux échecs, d'accord ? Tu fais bien des tableaux aux échecs. Trace une page en 2 colonnes. D'un côté, écrit Poutine. De l'autre, Trump. Là, Poutine fait. Trump fait. Oui, pour que ce soit parfaitement clair. Et à gauche, écrit ce que fait Poutine. Et à droite, écrit ce que fait Trump. Et montre ce tableau. Pour qu'on comprenne qu'il fait exactement la même chose pour rester au pouvoir. La même tactique. Waouh, alors tu aurais au moins une sorte de preuve. Mais comme j'ai peur que tu ne puisses pas le faire,
Je pense que tu sais le faire. Oui, après tout, tu peux bien dessiner un tableau, non? C'est ça, non? Après tout, on t'appelle champion du monde. Ou peut-être que tu sais que tu mens. Et peut-être que c'est tout ce que tu sais faire aujourd'hui. Mais pas très bien, en fait. Pour être honnête, même mentir, tu ne le fais pas très bien. Mais c'est tout. Ou peut-être que tu sais salir ce que tu n'aimes pas. C'est tout à fait possible. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais ça sonnera comme ça alors. Vous savez seulement salir les gens que vous n'aimez pas. C'est ce que je pense. Peut-être que vous savez faire autre chose. Le principal, c'est qu'il salit complètement sans discernement. Il y a un bon mot pour ça en russe. Aucune équivalence dans d'autres langues. Ogulno, mot génial. La vérité brute. Du dénigrement tous azimuts, génial. Simplement parce qu'il est ou a été champion. Oui. Faites attention à la ligne principale. Hitler, Poutine, les dirigeants soviétiques, dictateurs, autocrates, la même image. Qui se répète, se répète, se répète. N'est-ce pas Goebbels ? Et c'est ici qu'il faut s'arrêter et vérifier cette image avec les faits. Qu'est-ce qu'un dictateur fait réellement ? Ici, je veux m'appuyer sur ce que nous faisons constamment sur cette chaîne, sur la pensée claire et sur la distinction entre les faits et ce qui n'en est pas. La dictature a une signature reconnaissable, au-delà des bavardages et bouffonneries de ces 5 dernières minutes. Ce n'est pas une question de sympathie. C'est la mécanique du pouvoir, que décrivait déjà Franz Oppenheimer ainsi que les historiens du totalitarisme du XXe siècle. Le dictateur fait 3 choses. Premièrement, il centralise le pouvoir. Il concentre toutes les prérogatives dans un seul bureau, au centre, détruisant l'autonomie des régions. En Union soviétique, les républiques n'étaient dit que des décors. Tout était décidé à Moscou. Pour Poutine, la verticale du pouvoir signifiait à cela. Fin des élections des gouverneurs, désormais nommés d'en haut. Pourquoi perdre du temps avec vous ? Vous m'avez fatigué. Ils ont donc commencé à être nommés d'en haut. Deuxièmement, il détruit les soi-disant centres de pouvoir indépendants. Le Parlement devient un organe qui ne fait qu'entériner les décisions. Les tribunaux cessent d'être indépendants. L'administration locale est vidée de sa substance. Tout ce qui peut dire non au pouvoir est éliminé ou apprivoisé. Troisièmement, il réprime les opposants. Il ne se contente pas de critiquer. Il ne manifeste pas de mécontentement. Il emprisonne, expulse, élimine physiquement. Kasparov a quitté la Russie non parce qu'il a perdu un débat, mais parce qu'il affirme qu'il risquait d'être arrêté. Voilà une dictature. Oui, tu risques d'être arrêté. Mais en réalité, personne ne t'a arrêté à la frontière. Et on t'a laissé partir. Il y avait une menace. Mais on t'a laissé partir. Maintenant, appliquons ce même critère à Trump. Trump-pam-pam. Et là, ça devient étrange. Parce que beaucoup de choses que fait Trump, c'est le mouvement inverse. Ce n'est pas une concentration du pouvoir au centre, mais une distribution du pouvoir, une délégation du pouvoir, une réduction de l'appareil fédéral. C'est une diminution du pouvoir central. Ce n'est pas une augmentation. C'est une diminution. Le retour d'un certain nombre de questions au niveau des États, par exemple le département de l'éducation, c'est de la décentralisation. Quand les pouvoirs quittent Washington pour les États, les gouverneurs et les autorités locales, c'est un mouvement direct. À l'opposé d'une approche dictatoriale. Aucun dictateur au monde n'est devenu dictateur en distribuant le pouvoir aux autres. Un dictateur ne délègue pas le pouvoir vers le bas. Un dictateur concentre tout le pouvoir vers lui-même. Et voici la première question honnête. Si une personne affaiblit le centre et renforce les régions, est-ce le comportement d'un tyran ? Ou est-ce un comportement exactement opposé à celui d'un tyran ? Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de proposer un critère. Celle-là même que toute personne instruite connaît grâce à l'histoire du XXe siècle. Allons plus loin. C'est là que débute ce qui gêne le plus la thèse de la dictature. Garry Kasparov qualifie publiquement Trump d'Hitler, de Staline, d'autocrate et de menace pour la démocratie depuis 10 ans. Il agit dans les grands médias occidentaux, à la radio et sur les réseaux sociaux suivis par des millions. Il voyage, dirige des fondations, intervient en conférences. Voici la question inévitable. Dans quelle dictature un opposant au dictateur publie-t-il librement dans les grands journaux ? Il parle où il veut et traite les dirigeants de Hitler pendant 10 ans. Et il n'y a aucune conséquence ? Alors, quel genre de Hitler pourri avons-nous en Amérique ? Il ne vaut même pas un petit Hitler. En URSS sous Staline, une blague sur le chef valait au moins 5 ans parfois d'X et ensuite tu te faisais encore frapper. Sous Poutine, les opposants en Russie sont qualifiés d'agents étrangers, emprisonnés, voire enterrés. Garry Kasparov dit avoir été presque forcé de quitter le pays. Je ne sais pas, c'est possible. Et sous la dictature de Trump, Garry Kasparov est un critique prospère, sollicité et publié.
Ce n'est pas un vrai critique, juste une baudruche puante. Personne ne l'a arrêté. Ses articles sont publiés, il passe à la télévision, voyage à l'étranger, et à son retour, personne ne lui dit « Votre passeport est annulé à cause de la dictature. Voilà notre dictature. » Ou alors, peut-être que c'est justement cette démocratie où l'on peut impunément traiter le président de n'importe quel nom. Ce n'est pas un piège rhétorique. C'est une vérification de la solidité de la thèse. Si le régime est vraiment dictatorial, où sont les répressions contre ses opposants les plus bruyants ? Ce n'est pas seulement Garry Kasparov, il y en a bien d'autres, plus bruyants encore, et il ne leur arrive rien. Et s'il n'y a pas de répression, peut-être qu'il n'y a pas non plus de dictature ? Non. Mais ils aimeraient vraiment qu'il y ait une dictature pour pouvoir publier, parler, et s'il n'y a pas de répression, peut-être qu'il n'y a pas de dictature ? Non. Ça s'appelle le deux poids, deux mesures. Avant, on ne remarquait pas cela. Maintenant, si. Kasparov n'en parlait pas aussi passionnément, pour une raison, n'est-ce pas ? Il y a la passion de parler et celle de cacher. Et là, ce ne sont plus des opinions, mais des faits documentés avec des sources officielles, n'est-ce pas ? Parce que nous ne sommes pas des Kasparov, nous ne pouvons pas nous permettre... Nous ne sommes pas des champions du monde, nous ne l'avons pas mérité, comme on dit. Et puis, les Freiders ont mérité leur place dans l'armée israélienne. Mais les champions du monde, c'est autre chose, c'est loin. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur des faits et non sur des généralisations. Kasparov affirme que c'est justement Trump qui attaque la presse libre. Et il surveille. Il vous surveille, il surveille tout le monde. Très bien, voyons cela. Voyons ce qui se passait sous les administrations que Kasparov ne considérait en aucun cas comme dictatoriales, et qu'il adorait servilement. Premier fait, surveillance des journalistes, sous Obama. En 2013, le ministère de la Justice des États-Unis a secrètement saisi les relevés téléphoniques de l'Associated Press, 20 lignes téléphoniques qui appartenaient à des journalistes. Des rédactions de l'agence sur une période de 2 mois. Ils cherchaient en quelque chose. Le directeur de l'AP lui-même a qualifié cela d'intrusion massive et sans précédent dans le travail de la presse. C'est exactement ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un résumé. C'est une lettre officielle du directeur adressée au procureur général. Classe, non ? Silence total de Kasparov, deuxième fait. Le journaliste comme complice. Dans la même affaire, l'administration Obama a obtenu un mandat pour accéder à la messagerie personnelle du correspondant de Fox, James Rosen. Un garçon juif paisible et gentil. Qu'aurait-on bien pu lui vouloir ? Dans les documents judiciaires, le FBI a qualifié le journaliste de complice potentiel dans l'affaire de la fuite. Rosen n'en avait absolument aucune idée. Ils ont juste pointé du doigt et ont dit « Nous voulons vérifier ça ». Il fournissait toutes sortes d'informations depuis la Maison-Blanche. C'était tout à fait légal. Il assistait à toutes les réunions pour Fox, à tous les briefings. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Quand des accusations sont portées, alors on peut saisir le tribunal pour contester l'affaire. Mais sinon, c'est le procureur général lui-même qui était responsable de l'exécution du mandat. Vous imaginez le niveau auquel tout cela se passait ? Ce n'était pas une enquête, c'était une chasse. À l'époque, cela a suscité une formulation particulière dans la presse, une indignation bipartisane. Et où est Kasparov ? Non. Le troisième point, la surveillance de l'équipe de Trump. Et là, bien sûr, Kasparov s'est indigné. Point 3, et ça c'est le principal. En 2016, le FBI a lancé une opération appelée Crossfire Hurricane et a obtenu auprès du tribunal FISA des mandats pour la surveillance électronique de Carter Page, conseiller de l'équipe de Trump. Qu'a-t-on découvert ensuite ? Rapport officiel de l'inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, qu'il y avait 17 inexactitudes et clarifications importantes dans les 4 demandes de ces mandats. Ils ont menti ouvertement pour obtenir l'autorisation du tribunal. Que l'équipe, Horowitz l'a dit, a enfreint ses propres règles du FBI, que les demandes ont été rédigées de façon à ce que, donc, les motifs de surveillance paraissent plus solides qu'ils ne l'étaient en réalité. Et l'un des avocats du FBI a ensuite reconnu avoir falsifié un courriel, celui qui a été utilisé dans l'une des demandes. Classe, classe et encore classe. C'est là que le champion du monde aurait dû défendre la démocratie, mais il s'est avéré qu'il manquait de courage. Réfléchissez-y. L'appareil de l'administration sortante, à l'aide de documents falsifiés, menait une surveillance électronique de la campagne du candidat de l'opposition. Comparé à cela, l'affaire Nixon, c'est rien, de la broutille. Les compagnies de téléphone, les lignes à la Chambre des représentants et la correspondance des journalistes ont été touchées. Voici ma question. Quand l'État surveille secrètement la presse, déclare un reporter complice, falsifie des documents pour que le tribunal autorise les écoutes. Qu'est-ce que c'est ?
Je pense que du point de vue de Kasparov, c'est de la démocratie. Mais nous appellerons cela par le mot exactement opposé. C'est justement le début de la tyrannie. Et pourquoi une personne qui s'inquiète autant du début de la tyrannie après l'Union soviétique et qui voit si clairement la dictature dans la décentralisation du pouvoir et la réduction de la bureaucratie, pourquoi n'a-t-il pas remarqué les tendances tyranniques dans cela, dans la véritable surveillance, dans de vrais documents falsifiés, dans les documents un véritable complice, un journaliste? Je ne dis pas que Garry Kasparov était obligé de condamner tout cela aussi bruyamment. Je montre simplement que son détecteur de dictature fonctionne, pour le dire gentiment, de façon sélective. Il se déclenche contre Trump et reste silencieux là où il se passait exactement ce dont Garry Kasparov accuse Trump. Et un détecteur sélectif, ce n'est plus de l'analyse, c'est de la bassesse. L'analyse, c'est une chose, la bassesse, c'en est une autre. Maintenant, pourquoi notre grand maître joue-t-il précisément cette partie? Il n'est pas seul. Je l'ai pris en exemple car il est plus connu, mais ils sont nombreux. Dressons le tableau. Ici, je serai totalement honnête avec vous, parce que sur cette chaîne, nous ne faisons pas passer des suppositions pour des faits, des suppositions présentées comme des faits. Je ne peux pas entrer dans la tête de Kasparov et prouver en quoi il croit réellement. Peut-être qu'il est sincèrement effrayé, peut-être qu'il se trompe sincèrement. Je ne prétends pas lire dans les pensées, ce serait exactement ce que nous reprochons aux propagandistes malhonnêtes. Mais je peux indiquer ce qui est évident et vérifiable. Kasparov est une figure d'un certain milieu. Ses articles paraissent dans des publications avec une ligne éditoriale bien connue. Il est invité, en général, sur certains plateaux spécifiques. Il est intégré dans un vaste réseau occidental de fondations, de conférences et de plateformes médiatiques. Dans ce milieu, il existe un langage, des codes, un système et une logique du nous et eux. Tu dis les mots « Trump c'est Hitler » et tout de suite les portes s'ouvrent. On te publie, on t'invite, on te qualifie de voix de la conscience. Dis le contraire, mets en doute que Trump soit un dictateur et les portes commenceront à se fermer. Voici encore une question honnête pour vous. On ne va pas me condamner, pour quelqu'un qui vit d'interviews, de chroniques et d'apparitions publiques, à me demander ce qui est le plus avantageux. Une posture bruyante, reconnaissable, bien rémunérée de dénonciateur du nouveau Hitler, ou une analyse ennuyeuse et inconfortable qui te met en conflit avec ton propre milieu. Je ne prétends pas connaître la réponse à la place de Kasparov. Je dis observer les incitations, ce qui est encouragé ou sanctionné dans son milieu. Et demandez-vous à quel point est libre dans ses formulations une personne dont la position, les commandes, la place au soleil, dépend du fait de répéter les mots des autres, les mots qu'il faut. Un grand maître sait anticiper 20 coups à l'avance. Il sait exactement calculer quelle position lui rapporte des points et laquelle lui en fait perdre. Eh bien, récapitulons calmement les faits. Je dirais ceci, ceux que lui, Kasparov, appelait démocrates, amateurs de liberté, libéraux, amis de la presse libre, ce sont justement eux, les véritables oppresseurs de la liberté. Et Kasparov sait faire la différence entre la liberté et l'absence de liberté. Mais en même temps, ce qu'il appelle liberté logique, il le qualifie de fascisme. Et ce qui est, du fascisme évident, il l'appelle liberté. D'accord, il a commencé à détester Trump pour ces raisons. Peut-être qu'il lui a pris sa copine, je ne sais pas. C'est pourquoi il ne peut pas parler objectivement de lui. Mais il est tombé tellement amoureux d'Obama qu'il ne peut pas non plus parler honnêtement de lui et de sa présidence. Ici, il tombe amoureux, là-bas il déteste, donc ni d'un côté ni de l'autre. Bon, il est tombé amoureux d'Obama. Peut-être que les rumeurs sur la sexualité d'Obama et de son gouvernement sont vraies. Et Kasparov n'a pas résisté à son charme, là, honnêtement, ce serait étrange, mais tout peut arriver. Mais comment a-t-il réussi à tomber amoureux de Biden ? L'image que Kasparov dessine depuis 10 ans en était. Hitler, Staline, Poutine, le dictateur ne résiste pas à l'examen de la mécanique de la dictature. Le dictateur centralise le pouvoir. Mais ici, nous voyons la distribution du pouvoir aux États. Le dictateur élimine les critiques, alors que son critique le plus virulent publie librement et prospère. Le dictateur étouffe la presse. Cependant, la surveillance réelle de la presse et de l'opposition s'exerce chez ceux que Kasparov ne considère pas comme dictateurs ou aux tendances dictatoriales. Eh bien, nous ne pouvons pas sonder l'âme de Kasparov, mais nous pouvons faire ce que nous enseigne la science de la liberté, distinguer les faits des paroles, examiner les motivations et réfléchir par nous-mêmes. Je ne répondrai donc pas à la dernière question pour vous. Je vais la poser et c'est à vous d'y répondre. Garry Kasparov, qui est-il ?
Un homme honnête qui se trompe sincèrement ou un homme intelligent qui comprend ce qu'il dit et le dit parce que cela l'arrange. Je soupçonne que le mot sincérité n'a absolument rien à voir avec Gary, d'aucune manière. Mais d'un autre côté, je suis presque sûr que le mot intelligent ne peut pas non plus s'appliquer à lui. Les maths et la sagesse, l'ingénierie et la créativité, les échecs et l'intelligence, et même le fait d'être champion et honnête, ne vont pas forcément ensemble. Mais ça peut arriver. Un génie et un salaud en même temps, n'est-ce pas ? Chez les joueurs d'échecs, l'intelligence et la sagesse peuvent être complètement séparées. Là, tout est compartimenté. La musique d'un côté, la nana de l'autre, le gâteau d'un côté, les mouches de l'autre, les coups calculés à l'avance d'un côté, et le fait d'être une ordure totalement à part. Je ne dis pas que c'est ainsi, mais ça y ressemble beaucoup. J'ai oublié de le mentionner, c'est ce que pense ma femme, qui a ses raisons. Elle l'a connu il y a longtemps à Moscou. Le joueur d'échecs et l'homme honnête sont séparés et ne se rencontrent jamais. Oui, cela arrive aussi. Pourquoi ne se rencontrent-ils pas, vous demandez-vous ? C'est plus commode pour eux, pour éviter de rougir, c'est pour ça qu'ils ne se rencontrent pas. Écrivez votre réponse en commentaire, je suis curieux de voir votre conclusion en appliquant votre propre mesure. Savez-vous ce qui est encourageant ? Nous avons, vous et moi, un outil plus puissant que toute propagande ou environnement, la capacité de penser par soi-même. En fait, la capacité de penser est une qualité incroyablement rare qui, si elle n'est pas développée, s'éteint. Par exemple, quelqu'un aurait pu être champion du monde de course d'obstacles, mais il ne l'est pas, car il n'a jamais couru ni franchi d'obstacles. C'est pareil pour nous. Si nous n'avions jamais pensé, ou si nous comprenions mal ce que signifie penser, en croyant que c'est, par exemple, se souvenir de quelque chose ou comparer des choses, alors notre chance de devenir, même pas champion du monde, mais simplement champion du quartier ne se réaliserait jamais. Les dictateurs ont justement peur de cela. Des gens qui prouvent à leurs paroles par des faits, qui savent analyser et ne se laissent pas avoir par des étiquettes. Eh bien, parlons de mon homonyme. Je dois dire que je comprends pourquoi il a changé de nom de famille. Tous les soviétiques, disons, enfin, les personnalités de cette époque qui voulaient en réussir, devaient en cacher leur appartenance ethnique. Surtout si tu étais juif, bien sûr, n'est-ce pas ? Si tu étais, par exemple, kazakh, turkmène, biélorusse, etc. Mais pour un Syrien, c'était le contraire. On mettait cela en avant et on en faisait des héros. La moitié des poètes soviétiques vivaient en trouvant chez quelqu'un un Akin ou un Aksakal. Or, un Aksakal n'est pas poète, mais il est différent, n'est-ce pas ? Qui écrivait là des poèmes horribles sur ce qu'il voit quand il se lève le matin, fait pipi à l'aube, et comme le soleil et le monde sont merveilleux à ce moment-là. Donc ces poètes-là gagnaient pas mal d'argent en faisant passer leurs poèmes pour ceux de ce fameux Akin qui fait pipi. Bien sûr, être Einstein à cette époque-là, ce n'était pas très bien vu. Parce qu'on l'appelle, disons, poète, c'est comme ça, je ne lui en veux pas pour ça. Oui. Donc tu portes une petite baguette pour ouvrir, un autre nom de famille, n'est-ce pas ? Et tant pis. De toute façon, on voit bien sur lui qu'il est de la Mordovie juive ou quelque chose comme ça. Si nécessaire, ses amis, les cheïtes et les chiites, n'hésiteront pas à lui taper sur la tête avec une pelle ou autre chose pour le remettre au pas. Eh bien oui, aujourd'hui, il mange plutôt bien, si je comprends bien, n'est-ce pas ? Et qui ? Qui peut lui faire du mal ? Qui peut l'accuser d'être prêt à vendre sa propre mère juste pour traîner avec les bonnes personnes ? Et le caviar, comme on dit, avec de petites cuillères noires. C'est une partie des engagements qu'il a pris. Voilà tout. Nous nous reverrons, mesdames et messieurs, à moins bien sûr que vous ne soyez vexés pour le champion. C'est juste que, vraiment, je n'aime pas les onces, enfin, les menteurs. Je n'aime tout simplement pas ça, c'est tout.